Alors, il y a deux grands noms indiens dans l'histoire des Gupta. Le premier, c'est Bhandarkar. On m'a demandé d'écrire le nom, j'en écrirai quelques-uns. Le second, c'est celui dont je vais vous parler maintenant, dont malheureusement je n'ai pas grand-chose à dire, c'est Altekar. Bon, Majumdar, dont je vous ai parlé, a écrit des livres qui tiennent, qui sont des livres de synthèse, mais où il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est Majumdar. Tandis que Bhandarkar et Altekar ont apporté beaucoup sur le plan des documents originels qu'ils ont découverts et qu'ils ont publiés. Alors, je ne sais pas grand-chose sur Altekar, à part ce qu'il a écrit. Je n'ai pas de portrait de lui. C'était un membre de l'Archaeological Survey of India et il a travaillé à Patna en particulier, à l'Institut Jayaswal dont je vous reparlerai. Il est le responsable des principales fouilles de trois grands sites de la région, très importants pour les Gupta, mais pas seulement pour les Gupta. Le site de Vaishali, les fouilles de Patna avec la redécouverte de ce qui semble avoir été le palais de Samudragupta ou d'Ashoka le Maurya, et les fouilles des grands monastères de Nalanda. Et puis, dans ce livre que j'ai sous la main et qui a été publié en 1954, et qui ne fut pas son dernier livre, vous avez une bibliographie de ces volumes, sans compter les articles, où il y a 11 volumes, dont 2 volumes qui sont encore utilisés comme textbook, comme manuel dans les universités indiennes, un livre sur Education in Ancient India, un livre sur Position of Women in Hindu Civilization, c'est-à-dire la position des femmes, et surtout un livre sur l'État et le gouvernement en Inde ancienne, qui sont utilisés de façon quotidienne dans l'enseignement supérieur indien. C'est un homme qui non seulement a beaucoup écrit, beaucoup travaillé, mais qui a publié et découvert des documents de première main. Alors des documents qui peuvent être douteux, c'est le cas de textes littéraires. Il a eu la chance de donner la bonne interprétation tout à fait invraisemblable d'un texte littéraire. Personne ne l'a cru, et puis quelques années plus tard est apparue une inscription de ce fameux Ramagupta, dont Madame Johanna Williams disait que c'était quand même ironique que la seule inscription dont on soit sûr qu'elle soit d'un souverain Gupta soit celle d'un souverain qui avait trahi et qui avait été assassiné par Chandragupta II. Bon, ou qui avait été en tout cas retenu. C'est très curieux, mais il a surtout publié quelque chose de très important et qui n'a pas été remplacé. 2 gros volumes sur les monnaies Gupta, en particulier ce catalogue des monnaies d'or Gupta du trésor de Bayana, qui est tout à fait remarquable et qui est une des bases quand même de notre connaissance non seulement des Gupta, mais de l'art indien. Je vous assure que comparé avec le livre de ma collègue néerlandaise Raven, qui est encore en activité, qui est un livre récent, ça c'est à 100 lieues au-dessus. Pour vous donner une idée de l'Institut Jayaswal, qui maintenant est un institut qui n'a pas beaucoup de réputation académique, mais qui jusque dans les années 60 était un institut ultra brillant avec de très très belles publications, qui se trouve, pour ceux qui vont à Patna, dans les locaux du musée de Patna. C'est l'institut, par exemple, où Rahula Sankrityayana
a déposé les manuscrits bouddhiques indiens qu'il avait découverts au Tibet et qui ont été pendant longtemps les plus anciens manuscrits indiens connus. Et ils les ont édités également. C'est l'Institut où travaillait Roth. Alors on a une biographie de Kashi Prasad Jayasval, car il y a eu un volume commémoratif de Jayasval à l'occasion de je ne sais combien quel anniversaire de la fondation, où évidemment, comme dans tous les volumes commémoratifs, il n'y a rien d'intéressant, sauf la biographie de M. Kashi Prasad Jayasval. Il y en a même 3. Alors comme ils avaient 3 biographies, ils les ont publiées tous les 3. Heureusement, il y en a une qui est plus détaillée que l'autre. C'est quelqu'un qui était né en 1881 et qui est mort en 1937. C'est à peu près la même génération que Bhandarkar, mais il n'a vécu que 56 ans. C'est la même génération que Majumdar, mais il est mort un peu avant. Et son père était un marchand, et il l'a fait étudier chez les missionnaires de la London Mission School à Mirzapur. Mirzapur est une grosse ville des environs de Bénarès. Et ensuite, il est allé à Oxford. C'est-à-dire et dès 1909, il était à Oxford où il a eu une maîtrise et où il a eu une bourse pour étudier le chinois. Alors, je ne sais pas si dans l'université de Paris, en 1909, il y avait beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Algériens. Ce qui prouve quand même que les Britanniques ont eu au moins ceci de former un certain nombre de gens. Donc, il est devenu avocat. Il est membre de Jesus College. Et évidemment, c'était l'époque 1909-1910 où il y avait une grosse agitation, et en particulier au Bengale. Et il y avait ce que M. Sinha, je crois en 1981, c'est donc au moment pour le centenaire de Jayasval, appelle, il dit que ces jeunes gens étaient engagés en propageant l'extrémisme en pensée et en acte. Et ce groupe avait une cellule à India House, à Londres, mais évidemment, ils ont été repérés par la police. C'est l'époque, on vous parle toujours de la non-violence de l'Inde, mais entre 1910 et 1901, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des actes terroristes, c'est-à-dire des Indiens qui plaçaient des bombes un peu partout. Et une répression britannique qui, comme toujours, a atteint les terroristes, qui sont évidemment aujourd'hui appelés des Freedom Fighters. Quand il est revenu en Inde, Jayasval voulait devenir professeur à l'université de Calcutta, et Ashutosh Mukherjee, le fameux Ashutosh Mukherjee, a voulu le recruter, mais il y a eu un veto des services secrets britanniques, et le pauvre Jayasval a essayé a été refusé. Alors, M. Sinha, en 81, donc, écrit cette attitude suspicieuse et injuste du gouvernement britannique n'avait aucune raison, car Kapi Jayasval, à ce moment-là, n'était pas un agitateur politique ou un révolutionnaire. C'était un intellectuel brillant, anxieux de servir la déesse de l'éducation, the goddess of learning, c'est-à-dire Sarasvati, et de faire des recherches qui illumineraient les coins sombres de l'histoire ancienne du pays. Mais enfin, les Britanniques n'ont pas essayé, n'ont pas très cru que Jayasval avait cessé son activité nationale. Effectivement, quand on lit du Jayasval, on s'aperçoit qu'il est encore très nationaliste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu avocat à la High Court de Calcutta en 1911. Et
En 1911, il a été barré parce que, dans son métier d'avocat encore, parce que Calcutta était la capitale de l'Empire britannique, et donc il est passé à Patna, où à Patna on lui a fichu la paix. Et avec un certain nombre d'amis, il a créé un journal qui était important, qui est souvent cité, The Journal of the Bihar and the Research Society, et il a créé le musée de Patna, et il a créé le Jayaswal Institute. Et il a publié toute une série d'articles importants, dont certains sont encore utilisés, sur l'histoire de l'Inde ancienne, qui sont des articles nationalistes, mais qui sont des articles faits par quelqu'un qui connaît son domaine et qui utilise des documents que souvent personne n'avait utilisés, et qui en plus a fondé un remarquable instrument de recherche. Alors il y a deux personnages moins importants. L'un qui est souvent cité parce qu'il a écrit un manuel, qui est lui un pur bengali, Kadi Banerjee. Je vous l'écris comme il imprime son nom, hein, parce qu'un nom comme ça, vous pouvez le voir parfois sous le nom de Bandyopadhyay, qui est un archéologue de l'Archaeological Survey of India, qui a écrit un volume de synthèse sur les Guptas, qui n'est pas mauvais, mais qui est maintenant dépassé. C'est lui qui a fouillé à Mohenjo-Daro, c'est le fouilleur de Mohenjo-Daro. Et puis vous avez Ashvini Agrawal, qui est un historien de Chandigarh, dont j'utilise assez souvent le livre que je vous ai montré la semaine passée, que vous reverrez dans mes mains de temps en temps, parce que d'une part il est petit par rapport à celui de Majumdar, c'est intéressant, et d'autre part, comme c'est le plus récent, il cite quelques documents que Majumdar ne pouvait pas connaître. C'est le fils probablement d'un membre de l'Archaeological Survey of India, Jagannath Agrawal, qui a publié quelques articles sur les inscriptions indiennes, et en particulier sur la grande inscription de Samudragupta à Allahabad. Voilà en gros les personnages qui s'occupent des Guptas. Vous remarquerez, bon, évidemment, les historiens indiens qui écrivent des histoires comme maintenant, comme Madame Romila Thapar et autres, citent les Guptas, mais depuis, depuis le livre de Majumdar et le livre d'Altekar, il n'y a eu rien de très original. Et vous remarquerez aussi que depuis Fleet, il n'y a pas eu un historien occidental. Ça n'intéresse pas beaucoup les Occidentaux, alors que toute la bibliographie sur les siècles antérieurs, que ce soit les Maurya, sur les Indo-Grecs, sur les Chaka, sur les Kushans, l'essentiel de la bibliographie est une bibliographie d'Occidentaux ou de Russes. Ce qui vous prouve, une fois de plus, si vous en avez besoin de le prouver, que l'histoire est une science politique, et que le rapport avec le service de la déesse de la connaissance, comme disent les Indiens, est quand même, sinon ténu, du moins médiatisé par les intérêts personnels des gens. Autrement, effectivement, on ne passerait pas son temps à manipuler des vieilles monnaies ou à s'user les yeux sur des inscriptions dont l'intérêt historique est tout à fait sûr, mais dont le plaisir esthétique qu'il vous apporte est quand même très secondaire et très minime. Alors, ceci permet de voir en quoi a consisté, et on y reverra, en quoi a consisté ce nationalisme indien en histoire. Il y a eu un double mouvement, d'une certaine manière contradictoire. Il y a eu un mouvement d'imitation des Occidentaux et d'imitation des grands savants britanniques qui ont écrit l'Inde, par exemple Smith, pour les remplacer. C'est-à-dire que les Indiens ont compris que l'histoire telle que pratiquaient les Occidentaux, avec une chronologie, avec une suite logique, avec une volonté de démonstration des hypothèses, avec également les leçons
morale et politique qu'on en tire implicitement ou explicitement, c'était une discipline qui valait la peine. Et donc un certain nombre d'Indiens sont passés, avec l'appui de quelques personnalités britanniques, pas de tout le gouvernement britannique, du statut d'humble serviteur des savants européens au statut de savants de taille européenne, même reconnu par le roi empereur George V, comme disait l'autre. Et leur souci a été, comme les Occidentaux, de retrouver l'Inde et de retrouver l'histoire de l'Inde, de la recréer, mais de la recréer à l'indienne. Seulement pour recréer cette histoire de l'Inde, il fallait utiliser les techniques occidentales et en particulier la recherche des inscriptions, la recherche des trésors monétaires, la publication selon les normes occidentales des trésors et de ces inscriptions et de ces trésors monétaires. Il y a un troisième volet dont je ne parle pas parce qu'il a peu d'influence sur les Gupta puisqu'on n'en sait rien d'eux, c'est l'archéologie. Mais qu'il ne suffit pas d'avoir les méthodes occidentales, même si, lorsque l'on n'a pas derrière des institutions. Il y a eu au XIXe siècle un certain nombre de chercheurs, et de chercheurs très brillants, qui ont fait des travaux qui restent après leurs heures de travail professionnel. C'est le cas, par exemple, d'un des plus grands historiens du droit indien de Kanné, qui était avocat. Encore récemment, l'un des meilleurs connaisseurs de l'art indien, M. Kandelawala, a été avocat au barreau de Bombay, comme Kanné. C'était le cas aussi en Europe. C'était l'un des grands savants français du XIXe siècle, Émile Senard, était dans le civil, si j'ose dire, un gros propriétaire d'usines betteravières, d'usines à sucre. Auguste Barthes, qui a été cité tout à l'heure, était un rentier. Il avait travaillé à la Poste, il avait pu prendre sa retraite très tôt, à un moment où le franc n'était pas dévalué. Même des gens comme Renoux ont pu survivre un certain temps parce qu'ils avaient une fortune personnelle. Et je crains que malheureusement cette situation ne revienne aujourd'hui, puisque maintenant les jeunes chercheurs sont souvent obligés de payer pour être publiés. C'est comme ça que vit l'Harmattan. L'Harmattan ne vit que par le fait que les gens qui veulent être publiés viennent voir l'Harmattan et donnent le texte composé et payent, ou achètent 300 exemplaires, 400 exemplaires, ce qui n'était pas le cas de ma génération. Mais les Indiens ont très bien compris que ce type de recherche individuelle, ça ne menait pas loin et qu'il fallait des institutions solides pour assurer la permanence et aussi pour donner les moyens de vie aux chercheurs et pour donner les moyens de publication, très importants. Et donc ils se sont investis dans les universités et ils sont investis dans une autre institution fondée par les Britanniques, l'Archaeological Survey of India. De ce point de vue-là, ils étaient tout à fait britanniques. En même temps, il y avait un esprit de rivalité avec ce que faisaient les historiens britanniques. Et cet esprit de rivalité se traduisait de deux manières. La première, c'était de montrer que l'Inde a toujours été mieux que les autres. D'abord, elle est plus ancienne, et puis de toute façon, c'était mieux. Alors, il est vrai que les Occidentaux ont souvent oublié qu'il y a eu en Inde des faits de civilisation bien plus anciens que ce qu'il y avait en Grèce et à Rome, et que si l'on reportait sur une carte ces faits de civilisation, les faits de civilisation atteints en Inde étaient nettement plus grands que au moins ce qu'il y avait à Athènes. Rome est un autre problème.
Donc il y a eu cette volonté. Je vous ai cité un certain nombre d'extraits vous disant que les Gupta étaient le plus grand empire au monde et le plus parfait, alors qu'il y en avait quand même 3 ou 4 autres au même moment aux frontières qui étaient presque aussi bien. Mais en même temps, ceci consistait également à dire que tous ceux dont les Européens étaient fiers, et en particulier l'histoire de Rome et d'Athènes, eh bien, les Indiens l'avaient aussi, et peut-être l'avaient eu avant. Et pour faire cela, ils ont joué sur les traductions. De bonne foi, je dis, ils ont joué sur les traductions. C'est comme ça que sont apparus un certain nombre de livres, en particulier le livre d'Altécar, mais il y en a des plus récents que ça, où, par le système des traductions, on voit que non seulement les Indiens avaient des rois et des empereurs comme les Romains ont pu en avoir, alors que si le mot est à peu près identique, le concept est très différent. Ils ont eu des ministres des Affaires étrangères, comme les Britanniques ont pu en avoir, et ils ont eu des républiques comme il y a pu y en avoir à Athènes au 5e siècle. Tout ceci repose sur des traductions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais il s'agit de montrer, dans le cadre d'une histoire comparative qui intéresse très peu les Occidentaux, mais qui était une histoire comparative du point de vue indien, de montrer que les Indiens n'avaient pas à rougir de leur passé par rapport aux Occidentaux, et puisqu'ils n'avaient pas à rougir de leur passé, ils n'avaient pas à rougir de leur avenir, car ce qu'ils avaient été capables de faire dans le passé, ils seraient capables de le faire dans l'avenir. Ils seraient capables de le faire dans l'avenir s'ils revenaient à des traditions que ces historiens ont recherchées, à l'exception de Bhandarkar, ont recherché partout dans les textes, c'est-à-dire l'utilisation de l'hindouisme traditionnel, la lecture des grands textes, le retour en vigueur du sanskrit et surtout le réétablissement d'une manière ou d'une autre de ce qu'on appelle maintenant le Sanatana Dharma, c'est-à-dire la religion éternelle, la religion de toute éternité, qui est de toute éternité puisqu'elle remonte au Veda et que le Veda est incréé puisqu'il a été vu par des sages. Et vous verrez à un moment donné comment le système politique Gupta a été lu à travers ces lunettes. Il y a deux choses qui est tout à fait particulier à cette Inde et dont apparemment les Indiens ne sont pas trop conscients. Le premier, c'est que tous ces livres ont été faits et sont malheureusement encore faits par des gens qui n'ont aucune connaissance du terrain, qui n'ont pas voyagé. Ce sont des Indiens, mais ils sont restés chez eux dans leur bureau. Ils n'ont pas voyagé. Et lorsqu'ils parlent d'empire, etc., ils le font à partir de cartes anglaises. Et de cartes anglaises qu'ils ne savent pas très bien lire. Encore aujourd'hui, si vous allez vous promener en Inde, essayez de montrer une carte routière à un chauffeur de taxi, vous verrez qu'il a des problèmes. Ce qui fait que ça aboutit parfois à des aberrations, parce que les Occidentaux ne sont pas en permanence en Inde, mais quand ils y sont, ils voyagent beaucoup, ils connaissent mieux le terrain. Et puis aussi, si vous regardez les identifications de toponymes anciens, ces identifications reposent très souvent parce que sur les cartes anglaises, les savants indiens, et d'ailleurs parfois les savants européens, ont recherché des noms qui ressemblaient à ça. Mais ils ne se sont pas demandé s'il y avait des restes archéologiques ou pas, à la différence de ce qu'a fait le premier archéologue de l'Inde, le général Cunningham, qui lui a dû passer les 3/4 de sa vie à cheval. Là, il y a vraiment un grand problème avec la géographie. Et il y a une autre chose qui est importante, qui est que ce nationalisme indien est en fait un nationalisme nord-indien. C'est un nationalisme de la Hindi Belt. Ce qui se passe au sud de l'Inde, ça ne les intéresse pas beaucoup. Le fait
qu'il y ait eu des formations aussi importantes en pays tamoul, à part Altekar, ça ne les a pas beaucoup intéressés. Et toute la littérature sur les Guptas consiste à assimiler l'Inde du Nord à l'Inde entière. Si je travaillais sur l'histoire de l'Inde du Sud, vous verrez qu'un certain nombre d'historiens de l'Inde du Sud, eux, font le contraire. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'Inde entière est vue à travers l'histoire de l'Inde du Sud. Mais c'est un problème, et c'est un problème politique en Inde, comme vous le savez. Ça se voit dans les élections, ça se voit dans les réactions au Parlement, et ça se voit chaque fois que le gouvernement veut imposer le hindi. Vous avez des révoltes linguistiques dans les régions non hindiphones, et surtout dans les régions de langue non indo-arienne. Ce qui fait que depuis quand même 30 ou 40 ans, on ne se focalise plus sur le hindi en Inde. Et que, à mon avis, l'anglais a encore beaucoup de chance au niveau fédéral. Au niveau fédéral, parce que ce nationalisme fait également que de plus en plus de travaux sont publiés dans les universités indiennes, soit en hindi, soit dans le sud en tamoul. Il est tout à fait clair que jusqu'à présent, on peut très bien travailler sur l'Inde dans les livres, sans savoir le hindi ni le tamoul, dans les livres, hein, je dis bien. Je veux dire le hindi et le tamoul parlé, mais que je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on ne pourra encore le faire. Si on veut se tenir au courant de la bibliographie et savoir ce qui est produit en Inde, y compris sur l'Inde ancienne, il faudra savoir lire le hindi comme nos collègues sinologues lisent le chinois contemporain, ou nos collègues japonologues lisent le japonais contemporain. Ça, c'est tout à fait clair. J'espère qu'un jour, dans ce collège, on pourra faire venir un conférencier indien qui fera une conférence en hindi ou en tamoul sans traduction. Et que la salle lui répondra dans la même langue, comme ça se passe pour les japonologues et les sinologues. Après tout, c'est la mission de cette maison. Mais pour l'instant, vous profitez encore et du français et de l'anglais. Donc je vous redonne brièvement, pour ceux qui ne la sauraient pas, la généalogie des rois, des premiers souverains Gupta, tels que Altekar l'a établi, et qui comporte un certain nombre d'incertitudes sur lesquelles on reviendra peu à peu. Mais je vous rappelle aussi, pour avoir une idée pour avoir une idée de l'époque où ça se passe, que à la même époque, l'Empire romain, c'est Dioclétien, qui est mort en 305, que le partage de l'Empire romain, qui est un partage de quelque chose qui n'était pas encore mort, se fait en 395, et que sous les Sassanides, c'est Shapur II, et Péroze, Shapur II, a été un des grands souverains sassanides. Il est mort en 379, et que en Chine, la Chine est divisée en royaumes différents. Ce ne sont pas les royaumes combattants comme je vous l'ai dit la fois passée, mais qu'il y a encore quand même, la Chine étant grande, même quand la Chine est divisée, ça donne quelques beaux résultats. Donc l'histoire des Guptas, elle commence, telle qu'on peut la connaître, aux alentours de 320, puisque 320, c'est la fondation, 318, 319 ou 320, c'est la fondation de l'ère Gupta, et il a dû se passer quelque chose de très important à ce moment-là. Il y a eu une famille Gupta avant. Il est bien évident que les Guptas ne sont pas nés, comme le prétendent les Rajputs, d'un sacrifice du feu. Ils ont une famille
Et, et on ne sait même pas à quoi renvoie 320. Mais 320, c'est un point certain, important. Et le problème est de savoir qu'est-ce qu'il y a aux alentours de 320 dans la région qui a été le centre de l'Empire Gupta et dont ils sont partis. On n'en sait rien, mais enfin on suppose que c'est autour de Pataliputra. Alors je vais vous montrer ce que l'on peut savoir. D'abord ce que l'on peut savoir de l'extérieur. Ce qu'on peut savoir de l'extérieur, si l'on prend ceci comme carte, au niveau où on prend ce cours, les détails géographiques n'ont pas beaucoup d'importance. Je fais abstraction. Est-ce qu'il y a un peu... Non, il ne m'a pas mis une... Oui, il y a ça. Je fais abstraction de tout ce qu'il y a au sud de la Narmada, ici, puisque les Guptas n'y ont fait qu'une incursion rapide sous Samudragupta. Et donc, si vous voulez, il suffit que vous sachiez qu'il y avait des royaumes plus ou moins indépendants, et puis ensuite s'est constitué un empire ou une confédération qu'on appelle les Vakataka, qui est liée par lien de mariage avec les Guptas. Mais encore une fois, les mariages indiens sont comme les mariages européens. Ce n'est pas parce que Marie-Antoinette d'Autriche était l'épouse de Louis XVI que la France et l'Autriche étaient alliées et ni même en paix les unes avec les autres. Dieu sait qu'on s'est battu avec les Autrichiens. Et ça a été la même chose pour les infantes d'Espagne qui sont devenues reines de France. Le centre d'où sont partis les Guptas, c'est la région de Patna. Même si ce n'est pas Patna, c'est Vaishali, de l'autre côté de la rivière, à la rigueur, peut-être un peu plus haut le long du Gange, si on fait confiance à un texte des Puranas qui est loin d'être clair. Mais en tout cas, c'est de là qu'ils sont partis, c'est tout à fait clair. Et il suffit de regarder, comme je vous l'ai montré la semaine passée, le lieu où se trouvent non pas les trésors monétaires, parce que les trésors monétaires sont assez difficiles à interpréter, mais les inscriptions. Et vous voyez que la densité d'inscriptions, elle est tout au long du Gange, elle est surtout autour d'Allahabad et de Patna, avec ceci étant une exception puisque c'est la région de Vidisha, mais qu'il contrôlait également, et aussi au Bengale. Mais le Bengale a été conquis plus tard. Donc on considère que le point de départ, c'est Patna. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans ? L'un des problèmes, c'est celui des couchants, auquel fait allusion la grande inscription de Samudragupta. Vous avez ici l'étendue maximale de l'empire couchant sous Kanishka I, dont les limites sont maintenant à peu près sûres, puisque la grande inscription de Rabatak indique les territoires de Kanishka I, ceux qu'il contrôlait directement ou indirectement, et à l'est ça va jusqu'à Champa, c'est-à-dire quasiment le début du delta du Gange, et s'il contrôlait Champa, il contrôlait probablement un peu plus à l'est, et à l'ouest, on sait qu'il contrôle Ujjain, et s'il contrôle Ujjain, ça signifie qu'il contrôle les Sakas d'Ujjain, et donc qu'il contrôle toute la région du Gujarat, puisque les Sakas sont établis au Gujarat. Donc cet empire est un empire conquis. Je vous ai montré, je vous remontrerai une monnaie Kushan tout à l'heure de Kanishka I, mais qui s'est rapidement hindouisé. On n'a pas de document épigraphique qui nous indique à quel moment cet empire s'est disloqué. Ce que l'on sait, c'est que il y a eu 2 grands souverains après Kanishka,
Il y en a eu peut-être des mineurs, mais c'est moins sûr. L'un qui s'appelle Uvishka et l'autre Vasudeva, dont nous avons un très abondant monnayage, ce qui prouve qu'ils avaient encore un pouvoir assez grand. La ligne de fracture, les problèmes ont dû survenir sous Uvishka, mais on trouve des monnaies et des monnaies de bronze de Vasudeva jusque sur toute la vallée du Gange et jusqu'au Bengale. Les monnaies de bronze sont importantes parce que les monnaies de bronze sont des monnaies qui, en principe, ne voyagent pas beaucoup. C'est-à-dire que l'influence Kushan s'est directement exercée, en tout cas au point de vue économique, dans toutes les régions où vous avez des monnaies Kushan. Donc on trouve des monnaies Kushan et parfois des monnaies Kushan plus tardives jusque dans le delta du Bengale. Et dans cette région, en Orissa, autour de la ville de Puri, vous avez des imitations de ces monnaies qu'on appelle les Puri Kushan Coins. On en trouve au Népal, on trouve sur tous les petits États de la bordure himalayenne de ces monnaies qui sont parfois très tardives. Et l'on trouve également des monnaies Kushan en or tardives qui ressemblent beaucoup aux monnaies Gupta, puisque les monnaies Gupta les ont imitées, et dont, quand on en sait la provenance, on sait qu'elles ont été trouvées dans la région de Lucknow, par là. Ce qui signifie très probablement que pendant très longtemps, des petits souverains ont continué à frapper au type des Kushans et à se considérer comme descendants des Kushans. Et l'un des exemples que je vous ai donné, c'est l'exemple d'un souverain de Gilgit qui a une titulature exactement identique à celle des souverains Gupta, 3 siècles plus tard, puisque c'est vers 650, et qui a gardé dans sa titulature le mot étranger qui a beaucoup fait phosphorer à propos justement de l'inscription de Samudragupta, le mot Shahi. Donc vous avez là, au IVe siècle, au début du IVe siècle, très probablement, non plus un pouvoir couchant direct, parce que ça fait, si on place Kanishka, disons, quelque part entre 78 et 150, ce qui sont les deux limites possibles actuellement, ça fait quand même, en 320, ça fait quand même 2 siècles que la conquête a été faite. 200 ans, c'est beaucoup. Songez par rapport à l'histoire de France ce que ça donne 200 ans, vous verrez que c'est loin. Il n'y a plus des envahisseurs, même s'ils sont fiers de leur passé. Il n'y a plus le grand empire couchant au bout de 200 ans. Probablement qu'au bout de 100 ans, il n'y a plus d'empire couchant. Mais il y a toute une série de petits royaumes qui se prétendent descendants des couchants. Et c'est à peu près sûr. Quant à la date du grand empire couchant, quand il s'effondre, selon que l'an 1 de Kanishka c'est 78 ou 127, vous placez l'effondrement vers 200 ou 50 ans plus tard, 250. Donc l'empire couchant n'existe plus vers 320, au moment où se produit l'événement qui est célébré par l'ère Gupta de 319-320, mais il y a des héritiers spirituels, si j'ose dire. À l'est, vous avez encore, dans toute cette région, à Ujjain et dans le Gujarat, ce qu'on appelle les Shakas. Alors les Shakas sont aussi des envahisseurs, c'est un groupe de nomades d'origine centra-asiatique comme les Kushans, qui sont arrivés un peu avant eux en Inde, et par des voies différentes probablement, dont on a des monnaies dans le nord-ouest de l'Inde, et dont on sait qu'ils ont établi des royaumes stables au Gujarat et au Malwa, dans la région d'Ujjain, et des royaumes qui ont duré très longtemps. Alors on s'est souvent demandé quel a été le rapport entre les Shakas et les Kushans. Il semble maintenant que les Kushans, en tout cas sous Kanishka, aient réussi à imposer un certain nombre, enfin une suzeraineté aux Shakas, mais que ceux-ci ont considéré avoir une autonomie
considérable et à administrer de façon quasi indépendante leur territoire jusqu'à ce que Chandragupta II réussisse à les détruire. Donc on sait par une inscription de Chandragupta II qu'ils existaient encore aux alentours de 400. Ces Shakas sont des gens d'origine iranienne, probablement, mais ils ont d'abord été hellénisés. Dans le nord-ouest de l'Inde, ils ont laissé des inscriptions monétaires en grec. Très tôt, ils sont passés aux langues indiennes. On voit ça sur leur monnaie. Et ils ont subventionné les cultes indiens. Et ils les ont subventionnés parce qu'ils en étaient dévots. Et ils ont ceci de particulier qui gêne beaucoup l'historiographie indienne et l'historiographie française indophile, c'est que l'un des souverains Shaka les plus importants, Rudradaman, a laissé une inscription en sanskrit près de Girnar, ici sur la côte du Kathiawar, et que c'est le premier texte en sanskrit épigraphique que l'on connaisse. C'est le premier texte sanskrit qui soit sûrement daté. Bon, les autres sont plus anciens mais en manuscrit. Et c'est le premier exemple de ce qu'on appelle une prashasti, c'est-à-dire un texte de louange en l'honneur d'un roi. En plus, c'est le premier texte en kavya. Tout ce que l'on attribue joyeusement au Gupta et qui est en fait antérieur de 170 ans au Gupta. Alors le livre de Sheldon Pollock dont je vous ai parlé la semaine passée et qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, je vais vous le trouver, je sais Sheldon Pollock, je sais comment il s'appelle, mais je cherche le titre de son livre qui est un livre très très important, qui est probablement le livre le plus important pour l'histoire de l'Inde qui a été publié depuis un siècle. Oh, ben, je n'ai pas laissé son, je vous amènerai ça un jour. C'est un livre sur la conquête du monde par le sanskrit. C'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Voilà, donc nous avons ça. Et vous voyez que ces souverains étrangers sont tous hindous. Vasudeva, qui est le couchant, porte un nom clairement hindou. Ils sont protecteurs de toutes les religions. Vimakatphizès était shivaïte. Ils ont protégé le bouddhisme aussi. Et aussi bien Kanishka que Rudradaman le Shaka sont les initiateurs du sanskrit. La première inscription où il y a un peu de sanskrit, c'est une inscription de l'époque de Kanishka. Et ils ont protégé ce sanskrit, y compris dans la littérature, parce que, chose que les nationalistes indiens hindous ont oublié de rappeler un peu souvent, l'un des grands textes de la littérature indienne en sanskrit, c'est la vie du Bouddha par Ashvaghosha. Et Ashvaghosha, traditionnellement, vivait sous Kanishka et était protégé par lui. Donc voilà ce que l'on sait de l'extérieur. Alors, ce que l'on sait de l'intérieur, on le sait par une inscription. Je ne crois pas que j'ai fait photocopier celle-là, je ne pense pas, qui est l'inscription que j'explique en séminaire, qui est une inscription qui se trouve sur une colonne ashokéenne actuellement à Allahabad, c'est-à-dire, on appelle ça plutôt Prayag maintenant en Inde, à la jonction du Gange et de la Yamuna, un des endroits les plus sacrés de l'Inde hindoue. Et sur cette colonne, un serviteur de Samudragupta a gravé un éloge de Samudragupta, qui date de 320 et qui explique quelle est la grandeur de Chandragupta.
Chandragupta, d'après Altekar, Samudragupta, d'après Altekar, règne de 330 à 370. Mais il a peut-être régné de 320. 330-370 suppose que 320 renvoie au fait que son père est devenu Maharaja, Adhiraja, c'est ce qu'on traduit par empereur. Alors, il y a deux indications à ce moment-là qui concernent l'Inde du Nord. Ce sont les conquêtes de Samudragupta. Alors, il y a une partie qui concerne un raid très profond vers l'Inde du Sud et une partie qui concerne l'Inde du Nord qui est appelée Aryavarta, le territoire des vrais hindous. La première les deux mentions sont en partie redondantes et personne n'a cherché à expliquer pourquoi un certain nombre de gens sont cités deux fois. Alors la première indique que probablement très après son ascension, le roi Samudragupta a déraciné Unmulya les trois personnages qui s'appellent Achyuta, Nagasena et Ganapati Raja. Alors, ces personnages, sauf peut-être Ganapati, et encore le mot est suppléé, le mot est incomplet, n'ont pas laissé de traces. Mais on sait par certains témoignages que ce sont des régions ce sont des gens de cette région-là, hein. En gros, Mathura, Delhi. Il y en a peut-être aussi de la région de Vidisha, il y en a peut-être aussi du Rajasthan, selon les hypothèses. Mais il est clair que c'est effectivement le premier cercle des pays qui sont autour du Bihar et de l'Uttar Pradesh oriental, qui sont le noyau de la puissance de Samudragupta. Et en plus de cela, il a envoyé une expédition pour faire prisonnier un souverain dont le nom a disparu et qui est né dans la famille de Kota. Et évidemment, comme il y a un pays qui s'appelle Kota, qui est une ville importante du Rajasthan oriental qui est ici, tout le monde place Kota sur le Rajasthan. C'est possible, mais la preuve est loin d'être faite, car je ne suis pas sûr que le Kota actuel vienne d'un Kota ancien pour des raisons philologiques que je ne vous expliquerai pas. Donc ça, ce sont les pays, c'est le premier siècle, le premier cercle tout autour de Samudragupta. Ensuite, il y a une reprise de cela, et la reprise, elle est en trois parties. D'abord, il y a le fait de supprimer par la violence de très nombreux rois de l'Aryavarta. L'Aryavarta, en gros, c'est l'Inde du Nord. C'est défini par Manu, par le territoire qui va de l'océan Indien jusqu'au Punjab, jusqu'ici. En gros, c'est ça l'Aryavarta. Hein. Ça correspond d'ailleurs à peu près aux limites de l'Empire couchant. Et il a donc extirpé par la violence, littéralement, c'est ce qu'il dit, d'innombrables rois de l'Aryavarta, et il donne les noms. Vous avez Rudradeva, Matila, Nagadatta, Chandravarma, Ganapati Naga, Nagasena, et vous avez à nouveau Achyuta ou Achyutanandi, vous avez Balavarma, etc., etc. Donc on peut considérer, et vous verrez que ça n'est que partiellement vrai, qu'il y avait autour de lui un certain nombre de royaumes, si l'on traduit Raja par roi. Deuxième cercle, il a rendu à l'état de serviteur
tous les rois des populations forestières. Alors, les populations forestières, c'est un mot qui existe déjà depuis l'empire d'Ashoka et qui existe encore sous une autre forme dans les census de la République of India. Ce sont toutes les populations qui habitent dans les régions où vous avez de la forêt et où l'agriculture peut à peine être pratiquée et qui sont, donc c'est ce qu'on appelle Atawi, la forêt, par opposition à la plaine cultivable, et qui étant des populations de chasseurs essentiellement, ne sont pas facilement soumises au pouvoir royal, et en particulier ne paient pas l'impôt, puisque l'impôt est un impôt qui est payé sur la récolte. Comme il n'y a pas de récolte, ils ne paient pas, et de toute façon, les armées royales ne pourraient pas aller chercher l'impôt à l'intérieur des forêts. C'est ce qu'on appelle les atavikas. Pour vous donner des exemples de noms contemporains, vous avez les Bhils modernes au Rajasthan, et vous avez dans cette région-là, au Bundelkhand, vous avez les Gonds, et puis vous avez tous les gens qui posent actuellement beaucoup de problèmes au gouvernement indien, les Oraons et les Santals de la région de Chhattisgarh. Mais ici, dans cette région-là. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Alors ceux-là, il ne les a pas extirpés par la violence, il les a contraints à en faire ses serviteurs. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça consiste probablement à ce qu'il s'est contenté que de s'en servir, comme par exemple les Britanniques s'en servaient, comme courriers, comme militaires, ou alors comme chasseurs, comme guides des troupes, des choses de ce genre-là. C'est-à-dire que en fait, il ne les contrôlait pas du tout. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de rois, qu'on appelle des Nripati, à qui lui ont rapporté, qui lui ont rendu hommage. Ils sont contentés de lui rendre hommage. Alors, et là, on tombe non plus sur des noms propres, comme Rudradeva, Mathila, Nagadatta, mais on tombe sur des noms qui sont tout à fait identifiables et qui sont les noms de grandes unités géographiques qui sont de véritables royaumes. Alors, ces royaumes voisins, Pratyanta, qui sont sur ces frontières, donc, qu'il ne prétend pas avoir conquis, mais dont il prétend que les gens se sont soumis, si vous voulez, qui sont sous protectorat, pour employer un terme moderne, ou sous protectorat même très lointain, comme par exemple actuellement, disons, les Français, les Allemands par rapport aux Américains. Ces souverains sous protectorat, c'est le Bengale, donc le Bengale à l'époque, Samatata, et en particulier le Bengale, cette région-là, Samatata, qui donc n'appartenait pas à l'empire de Samudragupta. Vous avez un autre endroit du Bengale, Dawaka, qui ne doit pas être loin de Dhaka. Vous avez Kamarupa, qui est le nom actuel de l'Assam, qui est une province donc indienne, où il y a un mouvement de rébellion justement des Atavikas. Vous avez le Népal, et puis une région qu'on identifie moins bien, mais qui, comme le mouvement se fait, vous avez pu remarquer, d'est en ouest, doit être à l'ouest de la vallée de Katmandou, et qui doit donc être quelque chose comme le Sikkim. Ça, ce sont les populations qui forment des unités géographiques très séparées, avec de véritables royaumes. Ça va au-delà des noms propres qui ont été donnés tout à l'heure. Vous avez ensuite un autre cercle qui, lui, n'est pas au nord. Tout ceci était au nord, c'est le pied de la barrière himalayenne, qui sont des populations que les Indiens appellent parfois républicaines, qui sont des noms de peuples.
et qui se sont soumises aussi, mais se sont soumises non pas directement, mais enfin ont accepté la domination, au moins en parole. Ce sont les Mallavas, les Arjunayas, les Yahudeyas, les Madrakas, les Abiras. Les Abiras, ce sont les Aïrs d'aujourd'hui, les Prarjuna, les Sandkanika, les Kaka et les Karaparka, etc., dit-il. Ces populations, un certain nombre d'entre elles ont laissé des monnaies. Et donc, l'érudition indienne, et en particulier Altécar, ont réussi à peu près à les placer sur le terrain. Elles se trouvent à peu près là, presque toutes, entre Mathura et la Satledge. Ce sont des populations où il n'y a pas de Raja, ce sont des noms de peuples. Et enfin, vous avez tout à fait au nord-ouest quelque chose et au sud, une catégorie de population qu'on connaît simplement par leur titre. Alors, je reviendrai là-dessus. Il y a pour aller rapidement, vous avez les Kushans, vous avez les Shakas, et puis vous avez les gens de Sri Lanka, les Simhalaka, et puis tous les habitants de toutes les îles. Alors, les îles, ça peut être vague, ça peut être les Andamans, ça peut être les Seychelles, et comme Dvipa signifie le continent, un certain nombre d'Indiens se sont empressés de dire que c'était le Cambodge et l'Indonésie. Vous voyez là que vous avez une très grande fragmentation, mais que le texte est très clair. Vous avez d'abord un certain nombre de petits royaumes, je reviendrai sur ce que ça signifie, qui sont gouvernés par des dynasties Naga, des Raja Naga, qui eux sont détrônés et liquidés. Et on sait que c'est faux. C'est ce que prétend Samudragupta, mais on sait que c'est faux, car une génération plus tard réapparaît chez les Vakataka une princesse d'un des rois Naga détrônés. Donc c'est un des problèmes, c'est que toutes les prachastis étant élogieuses sont toutes menteuses, comme les éloges en général. Vous avez un deuxième cercle qui sont les rois des pays voisins et qui rendent hommage, et qui de temps en temps apportent un peu d'argent. Vous avez un troisième cercle qui est le cercle que j'appellerais des tribus, qui se contentent de rendre hommage. Et il y a un quatrième cercle plus éloigné, dont manifestement il ne connaît pas le nom des chefs, et qui, disons, rendent hommage, mais en fait ont des relations diplomatiques pacifiques avec l'Empire Gupta. Ça vous donne une idée de la fragmentation politique de l'Inde du Nord à cette époque. Et tout ceci avec quand même, comme on dirait maintenant, un marché monétaire unifié, puisque la grande monnaie qui unifie tout ça, jusqu'à l'arrivée des Gupta au moins, et probablement plus tard, c'est la monnaie Kushan. Donc vous avez une fragmentation politique, mais l'espace économique ne fait qu'un. Et la semaine prochaine, eh bien, on essaiera de revenir sur un certain nombre de notions de base, et puis on arrivera peut-être à traiter des Gupta avant le dernier cours, mais ce n'est pas sûr. Je vous remercie.